C'est Son autre maîtresse, un thriller psychologique Stella Fall, livre 4, écrit par Blake Pierce, lu par Audrey. Chapitre 1. La lumière agressive du soleil frappa Moreau, s'infiltrant à travers ses paupières pour marteler son cerveau embrouillé et douloureux. Clignant des yeux avec peine, il se redressa tant bien que mal du tapis épais sur lequel il gisait pour se mettre à genoux. Quelle soirée mémorable ça avait été! Une vraie débauche. Un autre assaut de vertige l'obligea à retomber, la joue contre la douceur de la laine. L'éblouissante clarté du matin à travers la large baie vitrée était insoutenable. Sa tête donnait l'impression de vouloir imploser. Que diable avait-il bu? Il avait perdu le fil après le 8e shot de tequila doré, un breuvage divin, mais manifestement trompeur et destructeur. Son estomac se souleva à cette pensée. Avait-il rendu? Si c'était le cas, il s'était heureusement éclipsé car le tapis était impeccable. Quelle humiliation ça aurait été de se réveiller dans sa propre bile, surtout dans une demeure aussi somptueuse. Il releva péniblement la tête, observant l'immense salon, et remarqua que la porte d'entrée était grande ouverte. Au dehors, des bruits de vomissements parvinrent à ses oreilles, et son estomac se tordit en un écho désagréable. « Alain, c'est toi » lança-t-il. Où était donc son ami? Il avait besoin de lui pour rentrer. Alain l'avait-il abandonné ici? Anxieux, Moreau s'assit. Des images lui revinrent par flash. Ils avaient joué à action ou vérité ici même, dans ce salon. C'était sûrement là que bon nombre des dégâts qu'il subissait maintenant avaient été faits. Moreau n'avait jamais reculé devant un défi. Soudainement, il se souvint avoir fait un body shot sur le ventre bronzé et ferme d'une fille. Le souvenir de sa peau sucrée et dorée, l'éclat d'un piercing au nombril et la tequila qui brûlait sa gorge alors que ses amis les acclamaient lui revenaient en mémoire. Mon Dieu! En regardant autour de lui, Moreau constata avec trouble que les lieux étaient dans un état chaotique. Lorsqu'ils étaient arrivés, lui et Alain s'étaient extasiés devant l'élégance de la résidence où ils s'étaient incrustés. Incrustés, oui, car c'était l'ami d'un ami qui leur avait parlé d'une grosse fête où tout le monde était bienvenu avec boissons offertes à volonté. Et c'était véridique. Ses souvenirs étaient certes voilés, mais ils gardaient en mémoire l'impression d'être dans un hôtel haut de gamme. Maintenant, tout semblait ravagé. La lumière aveuglante s'expliquait par les vitres brisées. À travers l'ouverture béante où aurait dû être la fenêtre panoramique, le soleil du matin semblait le fixer comme pour lui reprocher sa conduite. Des éclats de verre étincelants parsemèrent le sol moelleux. Il avait eu beaucoup de chance de ne pas s'évanouir là-dedans. Ces fragments auraient pu le blesser gravement. Il inspecta ses mains, qui n'étaient heureusement pas coupées mais tremblaient encore. Ensuite, réalisant peu à peu l'étendue des dommages alentours, il prit pleinement conscience du désastre. Une immense traînée rouge dominait la moquette crème auparavant immaculée. Une bouteille de vin explosée non loin semblait être la coupable idéale pour une telle scène. Plus loin encore ressemblait à une scène grotesque où quelqu'un avait renversé un plateau entier d'amuse-bouche avant de trébucher dessus comme dans une comédie burlesque. Une poignée d'olives ici, des petits pains aplatis là et un mélange improbable de moutarde et ketchup formant une fresque abstraite sur cette partie du tapis épargnée par l'inondation vinicole. Un fauteuil renversé gisait pitoyablement sur le côté avec son coussin éventré, tandis qu'un autre affichait une jambe cassée comme une victime d'une farce cruelle. L'une des toiles accrochées au mur gisait lacérée jusqu'à sa toile. Quant aux murs eux-mêmes, ils étaient criblés d'impacts, vestiges d'un pari insensé impliquant des bouteilles de bière dont l'issue était masquée par les restes du lustre central, pendu lamentablement après avoir été bombardé par ces mêmes projectiles. Son cœur s'emballa. C'était fou, irrémédiable au-delà de toute excuse. Il fallait qu'il quitte ces lieux avant que quelqu'un ne découvre ce carnage. On dirait qu'un gang avait pris d'assaut les lieux pour y semer le chaos. Et pendant un court instant, rempli d'espoir infondé, Moreau envisagea que peut-être bien qu'un gang avait réellement dévasté les lieux après leur départ. Il secoua la tête, geste qu'il regretta aussitôt à cause de la douleur aiguë qui s'accentua. Puis, il remarqua une silhouette dans un coin qui détournait son attention de sa propre souffrance. « Alain, Alain !» s'exclama Moreau en se redressant, un large sourire illuminant son visage en voyant son ami endormi dans une position inconfortable, bras autour de la tête et les fesses en l'air. Comment avait-il réussi à s'endormir ainsi? Un rire contenu s'échappa des lèvres asséchées de Moreau, admiratif devant cet exploit. Heureusement, son téléphone avait survécu à la nuit, protégé dans la poche zippée de sa veste. Il l'extirpa avec maladresse, tentait d'immortaliser cette scène ridicule, mais se ravisa rapidement.
Prendre des photos dans ce lieu pouvait se révéler être une très mauvaise idée. Il devait quitter cet endroit au plus vite. À condition qu'Alain fût en état de bouger, une vague d'inquiétude submergea l'amusement précédent. Alain était immobile. Et si les choses avaient tout mal tourné durant son sommeil? Il avait l'air de ne pas respirer. « Hé, Al! Al !» appela-t-il doucement. Pas de réponse. L'inquiétude monta d'un cran. « Al !» En panique, Moreau attrapa l'épaule de son ami et la secoua. « Réveille-toi, tu m'entends ?» Comme poussé par une force invisible, Alain bascula sur le côté et tomba sur le tapis avec un bruit sourd. Il ouvrit les yeux, Moreau sentit son soulagement exploser, clignant des paupières comme pour se défendre d'une lumière agressive. « Hé !» grogna-t-il d'une voix éraillée avant de se mettre à quatre pattes et de regarder autour de lui. « Il faut qu'on se casse d'ici !» dit-il, arrivant aux mêmes conclusions que Moreau, mais avec plus de vivacité. « Absolument, mais avant ça, faut nettoyer tout ça !» rétorqua Moreau. Sa veste empestait le whisky bon marché et ses cheveux collaient à cause du ketchup. Le vin rouge qui maculait la moquette n'avait pas épargné la chemise d'Alain non plus, tachée également de moutarde. L'état dans lequel il se trouvait rendait improbable l'idée même qu'il puisse prendre le volant. Il devait impérativement se nettoyer avant de retourner au campus. Le portable vibra dans sa main. En lisant le message affiché sur l'écran, Moreau eut l'impression de recevoir un seau d'eau glacée sur la tête. « On a entraînement dans 1 heure. Faut y aller là, maintenant. Le coach Jacobs et les autres vont nous attendre. Si on est en retard ou dans cet état clé. Ils vont poser des questions. » Moreau connaissait la sévérité du coach Jacobs face au retard ou pire encore, à une arrivée en état d'ébriété aux entraînements. Jamais il n'avait envisagé se retrouver dans une telle situation. Ils traversèrent donc la pièce en titubant. La panique s'empara d'Alain. « J'ai l'impression que quelqu'un a déjà prévenu les flics. J'entends une bagnole, » chuchota-t-il à Moreau qui sentit son cœur bondir. Le couloir était un champ de décombres alcoolisés, des bouteilles jonchées çà et là entre éclats de verre et flaques liquides. Pendant leur course effrénée, Moreau manqua de glisser sur une mare de bière renversée. « Voilà les toilettes des invités », commença-t-il en ouvrant brusquement une porte, avant de refermer aussitôt sous l'assaut d'une odeur nauséabonde. « Ça craint là-dedans », murmura-t-il alors que son estomac menaçait de le trahir à nouveau. « Mais vu la taille du lieu, il y a sûrement d'autres salles d'eau disponibles, » tenta Alain pour encourager son ami. « On n'a pas le temps pour chercher, on est foutus si on ne part pas tout de suite. » Continuant leur course folle dans le couloir encombré, ils pénétrèrent en trombe dans une autre salle d'eau, où 2 jeunes femmes allongées bloquaient l'accès au lavabo par leurs ronflements sonores. « J'entends encore une voiture !» annonça Alain tendu alors qu'ils reprenaient leur progression pressée. « Ce lieu est ravagé », constata Moreau. « Non mais vraiment, j'entends distinctement une voiture maintenant », insista Alain, toujours plus anxieux. « Les pneus crissent sur le gravier, ça doit être les flics cette fois-ci. Je te jure, les choses pouvaient mal tourner, et le risque était grand. » Moreau allait bientôt avoir 21 ans. Il ne lui restait plus que quelques mois à patienter. Mais si la police le surprenait maintenant, il leur offrirait des preuves en or de son infraction. Cela provoquerait des problèmes avec ses parents au Chili. Cela pourrait même compromettre son visa étudiant et il n'osait imaginer leur réaction. « Direction la suite parentale, c'est au fond du couloir », dit Alain avec un air soulagé. « Pourquoi faire ?» demanda Moreau en le suivant précipitamment. « Parce que quelqu'un a dit hier soir qu'il ne fallait pas y entrer. Je suppose qu'il voulait la garder nickel pour les parents ?» Au vu de l'état de la maison, Moreau doutait que cela fasse une différence pour les propriétaires. Toutefois, il se disait qu'un rapide coup de propre dans leur salle de bain ne pourrait pas vraiment aggraver la situation. Ils arrivèrent devant la porte et Moreau l'entr'ouvrit. Il resta stupéfait devant l'immense chambre qui s'offrait à lui. Un lit à baldaquin drapé de crème et d'or trônait dans la pièce, surmonté d'une tête de lit épaisse et moelleuse. Canapé, ottoman, coiffeuse agrémentée d'une chaise délicate. L'ensemble était somptueux. « J'entends quelqu'un est là, je te jure !» s'écria Alain. À toute vitesse, ils se faufilèrent vers une fenêtre latérale pour jeter un œil. Moreau ne pouvait voir l'allée, mais son soulagement fut immense en découvrant que ce qu'il avait pris pour une grande fenêtre n'était autre qu'une porte-fenêtre coulissante entrebâillée et non verrouillée. Après un bref nettoyage, il pourrait s'enfuir par là et traverser le jardin jusqu'à l'allée, puis remonter jusqu'à la route où se trouvait la vieille Ford d'Alain. Il remit le rideau en place et se hâta vers le dressing spacieux, puis vers la porte de la salle de bain. « Nettoyons-nous vite et filons », dit-il en entrevoyant un moyen de s'en sortir. Si tout allait vite, ils arriveraient à temps à l'entraînement. Espérons juste qu'ils ne vomissent pas en cours de route. « Ça sent bizarre ici », fit remarquer Alain d'une voix inquiète.
Moreau ne percevait rien au-delà de sa propre odeur âcre. Tremper sa chemise dans la baignoire semblait être une bonne solution. Dans un coin trônait une large baignoire encadrée par un rideau à demi tiré. Il s'approcha vivement et écarta le rideau d'un geste brusque. Et là, elle était. Ses yeux vitreux et injectés de sang fixaient les siens. Sa bouche entr'ouverte révélait des lèvres décolorées. Sa langue gonflée pendouillait entre elles tandis que son visage enflé affichait une teinte blanchâtre verdâtre. Des mèches blondes ternes s'éparpillaient autour du rebord de la baignoire. Amidst the sound of his own panicked yelling, the high-pitched shrieking of pure terror echoed by Alain, he took in the impossible sight. Un cadavre gisant là dans la baignoire, un cadavre sans vie. C'était impossible, cela devait être une farce morbide, impossible qu'il y ait vraiment un corps ici. Fixant la scène avec horreur, une sombre torpeur menaçait de l'engloutir et ses genoux manquèrent de flancher. Puis Alain lui saisit le bras et le tira vers la réalité. Oubliant toute idée de nettoyage, ils se précipitèrent vers la porte-fenêtre dans un cri d'horreur avant de se jeter hors de la maison et courir à perdre haleine à travers le jardin. Les problèmes auxquels ils seraient confrontés importaient peu maintenant. Pour Moreau, seul comptait désormais l'éloignement du visage bouffi aux lèvres béantes qui hanterait ses cauchemars pour longtemps. Chapitre 2. Stella Fall stoppa net sa voiture de location avant d'enclencher rapidement le frein à main, tandis que son pied vacillant relâchait le frein. Le claquement sec de la portière trancha le silence environnant. C'était paisible ici dans les montagnes, le silence semblait total et impénétrable. Portée par un flot d'adrénaline, Stella était aux aguets devant la modeste maison en bois nichée dans un jardin négligé, quoique entretenu avec soin et encadré par une forêt dense de pins. De part et d'autre, les montagnes majestueuses se dressaient. Ouray, cette petite bourgade nichée dans la pittoresque vallée des San-Juan, abritait enfin l'adresse où elle espérait retrouver la trace de son père. Disparu voilà des années, son père avait quitté un matin leur ferme délabrée pour le commissariat de Kansas où il était détective. Il n'avait jamais refait surface. De disparu à présumé mort, Stella n'avait jamais abandonné l'idée que son père était quelque part, bien vivant. Elle avait souvent rêvé dans l'atelier où il travaillait le bois, ces moments de complicité silencieuse qui manquaient tant depuis que les accès de colère de sa mère étaient devenus plus fréquents et violents. Et puis sa mère avait vidé l'atelier et vendu les outils de son père, éradiquant ainsi son havre de paix. C'est en fouillant d'anciennes boîtes qu'elle avait découvert une carte postale envoyée du Colorado bien après sa disparition. Stella s'était hâtée d'aller confronter sa mère au Kansas. Malgré une discussion houleuse et sans résultat, elle avait obtenu cette adresse. 5 Wilderness Avenue, Ouray, Colorado. La voilà donc sur le pas de cette maison, prête à démêler les fils du mystère qui entourait la disparition de George Caleb Fall. Dans son portefeuille, elle conservait jalousement une photo d'eux deux. Ses propres traits tranchants, yeux glacés et cheveux ébènes hérités de sa mère, contrastaient avec ceux plus doux et chaleureux de son père. Elle espérait surtout avoir héri de son calme olympien plutôt que des orages émotionnels maternels. Devant elle s'étendait la demeure modeste qui aurait pu convenir à son père. Une vieille Buick garée là semblait confirmer une présence dans cette maison. Repoussant ses appréhensions, Stella savait qu'il n'y avait plus de place pour l'hésitation. L'instant décisif était arrivé. Elle avança vers la porte d'entrée et frappa. Son cœur battant la chamade et la gorge sèche, elle tendit l'oreille vers le bruit étouffé des pas s'approchant, tandis que l'espoir guerroyait avec la peur dans son esprit tumultueux. La porte s'ouvrit sur une femme aux cheveux gris, petite et dodue, avec des traces de farine sur les mains et un tablier noué autour de la taille. L'arôme du pain frais emplissait l'espace. « Bonjour, puis-je vous aider ?» interrogea-t-elle avec curiosité. « Je suis Stella Fall. » Son discours préparé s'évanouit face à l'inattendu. Ce n'était pas son père derrière cette porte. « Je cherche George Fall. Mon père, en fait. C'est ici qu'il résidait en dernier lieu, je crois. » La surprise se peignit sur le visage de la dame qui ne semblait cependant pas rebutée par une telle irruption dans sa routine quotidienne. « Votre père, vous dites qu'il vivait ici ? C'était il y a combien de temps ? » 16 ans, souffla Stella. Un pli soucieux se forma sur le front de la femme. « Nous sommes ici depuis seulement 5 ans. Mon mari a acheté cette maison pour notre retraite. Avant nous, je crois savoir qu'elle appartenait à une succession. » Une angoisse poignante étreignit Stella à cette révélation. « Une succession ? Connaissez-vous l'identité du propriétaire avant vous ? » La femme secoua la tête. « Mon mari s'est chargé de tout ça. Je sais juste que ça a compliqué la vente et tout retardé. Aujourd'hui, il est absent, parti à Silverton pour la journée. » Stella la fixa,
sentant ses espoirs et rêves vaciller. Puis la femme reprit. « Jeff, le voisin de là-bas, pourrait savoir. Ils sont installés ici depuis plus de 20 ans et je ne pense pas qu'ils soient déjà partis au repas de la paroisse. » Elle désigna une maison un peu plus loin sur la route. « Si vous vous dépêchez, vous devriez les trouver. »« Merci, lâcha Stella. » Elle se hâta le long de la route, manquant de glisser sur une plaque de verglas. Le froid mordant ne l'avait pas frappée jusqu'à ce que la glace crisse sous ses pas. Arrivée à la porte du numéro 4, elle sonna et un homme au physique élancé et hâlé lui ouvrit bientôt après. Ses cheveux blancs en bataille contrastaient avec son blazer chic et son pantalon noir. Tenant un plateau garni de sandwichs, il semblait prêt à partir. « Excusez-moi de vous déranger un dimanche », commença-t-elle sans préambule. « J'ai entendu dire que vous pourriez connaître un ancien habitant des environs, nommé George Fall, qui vivait ici il y a 15 ans environ. » Elle retint son souffle, redoutant d'apprendre le décès de son père. L'homme la dévisagea lentement d'un air légèrement critique, comme si l'urgence de Stella outrepassait les normes sociales. Quelle surprise! Il hésita un instant entre elle et ses sandwichs, puis reprit. « Il n'y a jamais eu de George dans cette maison. » Les jambes de Stella flanchèrent sous le choc. Sa première pensée fut que sa mère avait menti. Une hypothèse plausible avec Rhonda. Mais cela ne correspondait pas tout à fait à ses méthodes. Sa mère préférait savourer les effets immédiats de ses paroles blessantes plutôt que d'envoyer sa fille dans une quête vaine loin d'elle. « Vous êtes certain ?» insista Stella doucement. Loin de se froisser, l'homme y vit l'occasion d'éclaircir le sujet. Les actuels voisins n'ont emménagé que récemment. Avant eux, c'était Hamish Brand le propriétaire. Après sa mort dans la 90, régler sa succession a pris du temps car personne n'avait vécu ici avant que ça soit résolu. Un soulagement immense submergea Stella. Son père n'était pas le défunt dont parlait l'homme. Et avant qu'Hamish s'y installe lui-même, il louait souvent aux gens du coin. Qui était le locataire avant Hamish ? Pressa-t-elle. L'homme réfléchit. Il y a plus de 10 ans ? C'était Frank Newman. À première vue, ce nom ne disait rien à Stella, mais en y réfléchissant, Newman, un nouvel homme, serait-il possible que son preux ait changé d'identité ? Une tournure inattendue, mais finalement plausible au vu du personnage. Que pouvez-vous me dire sur Frank Newman ? C'était quelqu'un de discret qui se tenait à distance. La quarantaine bien entamée. Il rendait des services en ville pendant son passage ici. Un homme habile qui a même construit notre boîte aux lettres et notre clôture en bois là-devant, indiqua-t-il fièrement. Du travail bien fait. Ça n'a pas bougé depuis 13 ans. On passe juste une couche d'huile tous les 2 ou 3 ans. Stella en était de plus en plus convaincue. Cet homme ne pouvait être que son père. Ça ne pouvait être que lui. Où s'est-il volatilisé ? Jeff haussa les épaules. Un beau jour, il a fait ses cartons et puis s'est évaporé. Je crois même pas que quelqu'un se soit posé la question de savoir où il était parti. Ici, c'est une ville de passage, les gens viennent et repartent. Vous l'avez déjà appelé, son numéro de téléphone ? Insista Stella. Eh bien, c'est curieux. Après son départ, j'ai essayé plusieurs fois de le joindre. J'avais besoin de ses compétences pour quelques travaux de menuiserie au printemps. Mais son numéro a été coupé et il est resté. Je peux vous le donner, mais je doute fort qu'il décroche. Donnez-le-moi quand même, je vous prie, demanda Stella avec persistance. Chassant d'autres hypothèses, elle ajouta « Il avait des amis ici. Il fréquentait des cercles, l'église, des bistrots. » Un sourire en coin se dessina sur le visage de Jeff. Frank et moi avons partagé quelques bières au bar du coin, mais sans jamais voir d'autres amis avec lui. Il ne se mêlait pas vraiment à la vie sociale de la ville. C'était un homme de peu de mots. Ma femme et moi, on doit être ceux qui le connaissaient le mieux ici, et encore. Ces révélations désorientèrent une nouvelle fois Stella. Le George Fall qu'elle se remémorait n'était pas un ermite. Apprécié par ses collègues et en bon voisinage, il aurait normalement eu à cœur d'organiser des manifestations locales plutôt que de les fuir. Il avait changé. Stella se demanda si elle parviendrait un jour à comprendre ce qui avait bien pu lui arriver. Jeff observa Stella avec plus d'attention et elle perçut une pointe de compassion dans son regard. « Vous avez vraiment envie de le retrouver, hein ? Cela compte beaucoup pour vous ?»« Oui, » avoua-t-elle d'un ton plaintif. Ce voyage semblait tourner à l'impasse. Son père avait vécu ici quelque temps avant de disparaître sans laisser de traces. Personne ne l'avait vraiment connu ni côtoyé intimement. Qu'est-ce qui avait bien pu arriver ? Elle ressentit un sentiment d'échec face à ses efforts qui paraissaient dérisoires et tardifs. « Notez votre numéro ici », proposa Jeff. « Je dois me rendre à l'église maintenant, mais dès mon retour, je vous transmettrai le dernier numéro que j'ai pour lui en fouillant notre vieux carnet d'adresses. Et je vais creuser un peu pour vous aider. Je connais certaines personnes pour qui il a travaillé. Je leur demanderai s'ils ont eu de ses nouvelles récemment. Si j'apprends quelque chose, je vous ferai signe. » « Merci beaucoup »,
répondit Stella avec gratitude. Elle griffonna son numéro sur un bout de papier qu'elle lui tendit discrètement. Cela n'était clairement pas le moment opportun pour dévoiler sa qualité d'agent du FBI. « Bonne journée à vous !» s'exclama Jeff en prenant congé sur un ton enjoué. En partant, Stella observa une dernière fois la barrière en poteau fendu. Les planches étaient ajustées avec soin et précision, l'ensemble solidement construit. La boîte aux lettres, assez grande pour accueillir journaux et petits paquets, était confectionnée avec soin et dotée d'une charmante petite poignée. C'était l'œuvre méticuleuse et ordonnée de son père, tout l'inverse de sa vie personnelle qui était peut-être un chaos irrésolu, craignait-elle. En rejoignant sa voiture de location, elle prit conscience du sentiment de stagnation qui l'accablait. Ce voyage semblait vain. Mais une pensée réconfortante lui traversa l'esprit. Cette escapade n'était peut-être pas totalement vaine après tout. Elle avait découvert qu'il avait passé quelques années ici. Sa présence avait laissé une trace dans la vie des habitants, aussi fugace fût-elle. Peut-être quelqu'un garderait-il encore un lien indirect avec lui. Alors qu'elle s'apprêtait à démarrer la voiture, son téléphone bipa. Elle jeta un œil sur l'écran, c'était sa vie actuelle, sa véritable vie, qui reprenait ses droits sur les vestiges du passé. L'agent spécial Roth du bureau du FBI à New Haven venait de lui envoyer un SMS. « Fal, une nouvelle affaire criminelle nous est tombée dessus. Toi et Maxwell êtes sur le coup. Il faut qu'on se voie au plus vite pour ton briefing. » « Merci. » Stella relut le message interloqué. Elle-même et son coéquipier Maxwell allaient pas plonger tête première dans une affaire fraîche, une enquête pour homicide. Prendre en main cette enquête constituait un jalon décisif pour Stella et Maxwell. Le meurtre avait tout du casse-tête, mais leur inexpérience n'avait d'égal que leur détermination. Avec seulement quelques mois au bureau pour elle et guère plus d'1 an pour lui, la décision de Roth de leur attribuer cette responsabilité n'en était que plus intrigante. L'enthousiasme de Stella était palpable. Elle brûlait d'impatience à l'idée de se plonger dans leur toute première affaire en binôme. Chapitre 3. Dès l'aube, à 6h moins le quart, Stella arriva au bureau du FBI de New Haven, l'esprit tourmenté par l'urgence. Roth avait convoqué une réunion au plus vite. Après lui avoir signalé qu'elle ne serait de retour qu'après minuit, celle-ci avait été fixée tôt le matin. Elle n'avait pratiquement pas fermé l'œil, consciente que chaque seconde était précieuse et redoutant d'avoir déjà compromis l'issue de l'affaire. Alors qu'elle sortait de sa Ford Fiesta, elle vit Rick Maxwell, son collègue d'enquête, descendre de sa Mustang. « Tu as aussi reçu la convocation pour la réunion ?» lança-t-il avec un sourire qui illuminait son visage buriné. « Vraiment étonnant. Peut-être que Roth a alerté tout le département ?» rétorqua Stella dans un éclat de rire. Cet humour léger lui était bénéfique, allégeant le poids de la nouvelle enquête qui pesait sur ses épaules. La présence de Maxwell avait aussi cet effet apaisant. Collaborer avec ce partenaire dynamique et perspicace sur les dernières affaires leur avait permis de surmonter leur animosité initiale pour évoluer vers une relation inattendue mais solide. Stella hésitait encore à envisager leurs sentiments comme étant romantiques. Leur relation progressait doucement. Mais alors qu'ils se dirigeaient vers l'entrée principale, elle ressentit un frisson lorsque leurs mains se frôlèrent par inadvertance. Elle prit alors l'initiative en pénétrant dans le bâtiment. Le vigile les salua d'un signe de tête, tandis qu'ils traversaient rapidement le hall déjà animé malgré l'heure matinale. Les débuts de semaine étaient toujours effervescents ici. Les sonneries des téléphones se mêlaient aux conversations feutrées et au bruit des pas sur les carreaux lustrés. L'odeur caractéristique des produits d'entretien accueillit Stella, désormais familière dès son entrée dans le bâtiment. Ils longèrent ensuite le couloir menant au bureau de Roth. Marchant à nouveau côte à côte, Maxwell jeta un œil à sa montre. « Nous sommes en avance. Un café ?»« Avec plaisir, merci », répondit Stella en reconnaissant la bienveillance de son équipier. Tandis que Maxwell s'éclipsait vers la kitchenette, elle pénétra dans le bureau et remarqua l'ordinateur portable ouvert de Roth. Il était donc déjà arrivé. Il apparut quelques instants plus tard, téléphone à la main et feuille sous le bras. Ses cheveux châtains clairs ébouriffés semblaient témoigner d'une nuit agitée. Stella avait souvent pensé que Roth était un mélange déconcertant d'excellence professionnelle et de négligence esthétique. « Oui, absolument. Je vais voir mes agents, maintenant. Ils seront sur place dans environ 2 heures. » Il raccrocha et les accueillit en posant ses documents sur le bureau, juste au moment où Maxwell revenait, tenant 3 gobelets fumants. « Excuse-moi pour hier soir, je ne pouvais vraiment pas venir plus tôt. » s'excusa Stella, consciente du timing peu idéal choisi pour explorer le passé de son père. « Ne t'en fais pas. La police locale a déjà pris les devants, » dit Roth pour la rassurer. « Mais ça nous met sous pression. Il ne faut plus perdre une minute. » Ils se rassemblèrent autour du bureau. «
Voici ce qui vous attend, vous allez gérer seul cette affaire de meurtre. Stella échangea un regard avec Maxwell, une mixture d'excitation et d'inquiétude face à la perspective d'une première enquête en duo sans filet. En quel honneur, s'enquit Maxwell. Roth prit le temps d'expliquer calmement. L'enquête pour blanchiment menée par Billings prend un tour inattendu et complexe. J'ai proposé mon aide sur ce dossier. Stella tendit instinctivement l'oreille. Carrie Potts travaillait sous Billings. Compétitive et rancunière depuis leur formation commune à Quantico, elle n'avait eu de cesse d'essayer de saper la carrière professionnelle de Stella. L'idée que Roth puisse collaborer étroitement avec Carrie n'était guère réjouissante pour Stella. Elle savait combien Carrie pouvait être manipulatrice et craignait qu'elle ne cherche à monter Roth contre elle tout en se positionnant comme l'élément clé du FBI. Roth n'avait pas encore dévoilé les détails exacts du dossier qui allait leur être confié, et Stella tentait déjà d'anticiper les problèmes potentiels quand il ouvrit le dossier. Voici les faits. Un étudiant nommé Clint Woods a organisé une fête durant l'absence de ses parents en voyage pendant le week-end à Putnam. À leur retour dimanche matin, ils ont découvert leur maison saccagée et un corps sans vie dans la baignoire principale. Quelle est la cause présumée du décès ? Interrogea Maxwell. Dans sa tête, Stella imaginait déjà tous les scénarios possibles. Une dispute alcoolisée ayant mal tourné avec peut-être même des coups portés ou une chute mortelle. Un coup de feu si Clint avait pu mettre la main sur une arme chez lui, ou pire encore. Elle frissonna en repensant à cette matinée tragique où elle avait trouvé Vaughn inanimé. Certains souvenirs restaient indélébiles. Elle savait qu'il ne fallait pas partir du principe que l'affaire serait classique ou simple, mais elle ne put empêcher son esprit d'échafauder des hypothèses, tandis qu'elle attendait que Roth précise les faits, et ce dernier la surprit complètement. La victime est une femme, non identifiée au moment où ils nous ont contactés, mais ça a probablement évolué depuis. Cause du décès : strangulation. Elle portait un colson serré autour du cou. « Pardon ?» s'étonna Stella, complètement prise au dépourvu par cette révélation atypique pour une soirée étudiante dégénérée. Roth reprit calmement. L'inspecteur adjoint Jensen m'a appelé hier pour demander une intervention conjointe avec eux. Je leur ai dit que je vous envoyais immédiatement après votre briefing ici. Pourquoi font-ils appel au FBI ? Demanda Stella intriguée. Elle redoutait que cette implication soit liée à des connexions politiques influentes. Après tout, sa dernière enquête sur un meurtre était encore fraîche dans sa mémoire avec ses complications liées au jeu de pouvoir politique. Ses appréhensions s'estompèrent quand Roth clarifia. Ils veulent notre expertise parce que Clint est étudiant à l'Université du Connecticut, et beaucoup parmi ses amis sont également étudiants là-bas lorsqu'il a organisé cette soirée. De plus, cette université accueille un grand nombre d'étudiants internationaux, dont plus d'1 millier en spécialisation mathématiques appliquées. Domaine où Clint étudie également. Stella ignorait ces informations et mesura immédiatement comment cela pourrait rajouter de la complexité à leur enquête. Des étudiants de 49 pays fréquentent l'université, parmi lesquels un grand nombre de Chinois, d'Indiens et de Sud-Coréens. Il était donc inévitable que certains participant à la soirée, soupira Roth. Nous sommes face à une problématique délicate qui pourrait avoir des répercussions internationales si l'un d'eux est coupable. Jensen a immédiatement saisi l'enjeu et m'a contacté. Il a pris les devants auprès de l'université, qui insiste pour résoudre cette affaire au plus vite. Tu vas travailler avec lui et l'inspecteur Grover, responsable de l'enquête. Compris, acquiesça Stella, consciente de la nécessité d'une intervention rapide. Rends-toi sur place sans tarder. La situation évolue et on reçoit de nouvelles informations en continu. Ils t'expliqueront davantage une fois que tu seras là-bas. Tiens-moi informé et fais-moi part du moindre pépin. Si vous avez besoin d'intervenir, je le ferai. Mais idéalement, vous devriez pouvoir gérer cela rapidement sans moi. Stella but son café d'une traite et se leva, prête à relever le défi. Elle saisit son sac à main tandis que Maxwell récupérait les clés d'une voiture banalisée. Ils quittèrent le bureau ensemble. Étranglé avec un collier de serrage, marmonna Maxwell avec incrédulité alors qu'ils se dirigèrent vers la sortie. C'est du domaine du fantasme, à moins qu'un tel objet se soit trouvé là par hasard au moment où quelqu'un a perdu son sang-froid. Stella n'était pas convaincue par cette hypothèse et savait qu'elle devait envisager des explications plus rationnelles. « Tu penses que c'est un crime à connotation sexuelle ?» s'interrogea Maxwell en démarrant la voiture. « Peut-être, mais avec un collier de serrage. Ça semble excessif. Utiliser quelque chose comme une corde douce ou même le cordon d'un peignoir serait déjà plus plausible dans ce contexte, rétorqua-t-elle. Maxwell poussa un soupir. Oui, c'est également ce que je pense. On nous embarque dans une affaire qui s'annonce plus complexe que prévu. Quand il connecta son téléphone au système Bluetooth de la voiture, sa musique se lança automatiquement. Il coupa rapidement le volume, Stella le vit secouer la tête gravement,
ce n'était pas le moment pour sa playlist éclectique, pas alors qu'ils étaient en route pour une mission aussi grave. Il s'était mis à pleuvoir. Un silence pesant régnait dans l'habitacle pendant que la pluie tambourinait sur le pare-brise à mesure qu'il roulait en direction de l'autoroute pour Putnam. À un feu rouge, Stella vit sur un panneau d'affichage « Révélation choc dans l'affaire Marshall » clamait le titre « Tapageur ». Elle dévisagea l'affiche avec une angoisse grandissante. Il était question de la famille de son ancien fiancé. C'est elle qui avait découvert les agissements répréhensibles des Marshall lorsqu'elle avait séjourné brièvement dans leur manoir à Greenwich. Par la suite, la police avait enquêté et porté des accusations formelles. Les Marshall s'étaient défendus bec et ongles, mais ce titre semblait indiquer que leur défense vacillait sous le poids accablant des preuves accumulées. Si l'un d'eux était reconnu coupable, Stella savait qu'il lui en tiendrait rigueur sans merci. Il ne manquerait pas de chercher à se venger. Elle aurait tant voulu que toute cette affaire compliquée disparaisse comme par magie, mais tout semblait seulement s'aggraver. Elle détacha son regard du panneau publicitaire pour contempler le paysage détrempé par les averses à travers la vitre côté passager. Face aux Marshall et à leur vendetta, elle ne pouvait rien, mais elle devait demeurer constamment vigilante et irréprochable dans son travail, car ils exploiteraient sans hésiter chaque faiblesse ou erreur pour lui nuire. La pression pesait sur ses épaules. Elle devait résoudre cette première grande enquête seule, promptement, méticuleusement et sans commettre d'erreur qui pourrait revenir la hanter par la suite. Chapitre 4. 1h30 plus tard, Stella et Maxwell arrivaient à Putnam. L'adresse qu'ils cherchaient se situait en périphérie du centre-ville, dans une contrée plus champêtre. Cependant, Stella fut séduite par la ville même lorsque Maxwell fit un détour par la rue principale pour acheter de l'eau. Longeant ce qu'elle reconnut comme la rivière Quinnebog, le lieu avait un charme d'antan avec ses boutiques d'antiquités, ses galeries d'art, ses restaurants et ses espaces de divertissement. « Je pense que c'était un pôle industriel à l'époque », lança Maxwell. Elle devina qu'il découvrait aussi les lieux. Installé à New York auparavant, il avait déménagé dans le Connecticut l'année précédente pour intégrer le FBI. Tout comme elle, il semblait captivé par le paysage et ralenti pour admirer les théâtres et cafés charmants qui jalonnaient de la route. « Ça a l'air d'être un coin sympa pour passer la journée », dit-il. Il s'agissait d'une remarque banale, mais Stella ne put s'empêcher de garder cette idée de côté pour une éventuelle sortie ensemble. Enfin, un rendez-vous serait prématuré comme terme. Aussi préféra-t-elle ne pas l'évoquer. Elle s'imaginait venir ici avec lui un dimanche paisible, se promener dans le centre plein de cachets, ou assister à une représentation dans l'un des théâtres, avant de dîner face à la rivière borde d'arbres. Elle dut mettre fin à ses pensées lorsqu'ils quittèrent la ville pour suivre leur itinéraire. Ce n'était pas le moment de songer aux sorties quand une femme venait d'être tuée de manière atroce. « Nous y sommes, l'avenue des Rossignols », indiqua Maxwell. La demeure des Woods se trouvait hors de la ville, dans un secteur huppé où les domaines étaient des vastes et les bâtisses imposantes, si bien qu'il fallait une bonne minute pour passer d'un portail à l'autre. Stella se sentit mal à l'aise en constatant que cela lui rappelait trop le quartier des Marshall. « Voilà le numéro 3, annonça-t-il en toute confiance. Le portail était entrouvert. Ils empruntèrent une allée serpentant entre les platanes avant que n'apparaisse le gazon impeccable et l'impressionnante façade de la maison. Ils stationnèrent derrière 2 petites voitures, probablement propriété de la police locale. Puisque le corps avait été découvert la veille, Stella fut rassurée à l'idée qu'il avait été enlevé depuis longtemps. Il n'aurait pas à y être confronté, bien qu'il devrait examiner en détail les circonstances de sa découverte. Chaque indice pourrait être déterminant. Ils sortirent du véhicule et se dirigèrent vers l'entrée sans tarder. Stella fut surprise aussitôt. Si la propriété semblait impeccable au premier abord, ce n'était plus le cas devant le petit jardin près de la porte. Les haies taillées avec soin étaient parsemées d'assiettes en papier et de canettes collées aux feuilles humides. Sur les marches menant à l'entrée, gisaient 3 bouteilles brises. Et ce n'était que le début du désastre. « Regarde cette baie vitrée !» souffla Maxwell stupéfait devant l'imposante étoile fracturant le verre qui surplombait un jardin de roses bien entretenu. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.